aussi en randonnion et on aura l'occasion de vous entendre successivement. Pour dire un mot sur l'importance de cette première table ronde, avant que Pierre, lui, puisse présenter nos intervenants, table ronde qui porte sur les indicateurs, je dirais que notre journée a été parfaitement introduite par les premiers intervenants. Pourquoi cela? Une petite remarque. Le président du Conseil économique, social et environnemental, vous l'avez peut-être noté, nous a dit qu'il y avait 5 millions de pauvres en France. Paf. Et le commissaire général de France Stratégie, lui, nous a dit qu'il y avait à peu près 14% de pauvres en France sur l'approche monétaire. Si vous faites des règles de 3 rapides, ça veut dire qu'il y a d'un côté 5 millions de pauvres et de l'autre 9 millions. Voilà. Et ils ont tous les deux raison. Hein. Ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est bien parce qu'il y a divers indicateurs, ne serait-ce même que pour apprécier la pauvreté relative monétaire. Et donc notre grande question n'est pas de savoir ce qu'est le meilleur indicateur, mais dans cette première table ronde, de faire le panorama. Alors Pierre, je te laisse faire les choses intelligentes, et moi je vais embêter chacun d'entre vous pour bien tenir en une dizaine de minutes. C'est pour ça que je reste en bas. Merci Julien. Bien, écoutez, je pense que l'important de savoir, c'est que notre premier appel d'offres était sur la grande pauvreté. Et parmi les thèmes que nous avions retenus, figurait effectivement le thème des indicateurs. Et donc, ce premier appel d'offres de projet de recherche s'est terminé sur le choix d'un lauréat qui est Monsieur Jim Hogg, qui a longtemps travaillé à la CNAV et qui, effectivement, a réalisé ce projet de recherche qui vient juste de se terminer. Et donc, il va vous présenter, disons, les approches classiques des indicateurs, je dirais un peu normatives. Donc, on verra ensuite comment réagir par rapport à ces approches, notamment avec la prestation du vice-président de Secours catholique, la prestation, je mets de prestation, de l'OCDE en termes d'approche internationale, et enfin l'ouverture très importante, à mon avis et à notre avis, du projet de recherche en cours à l'INSEE sur le thème de la grande pauvreté. Voilà, donc la parole à Jim Hogg. Alors, et je note sur mon téléphone portable donc qu'il est 10h17 et donc à 10h27, je grogne. D'accord. Ok, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ma tâche ce matin, c'est de présenter une brève description des principaux indicateurs de pauvreté tels qu'ils ressortent des travaux que j'ai bien effectués pour la Fondation. Alors, cette tâche n'est pas facile car le sujet est vaste. Et comme l'a fait remarquer Esther Duflo l'année dernière dans sa leçon inaugurale pour le Collège de France, et je cite, « Définir les bons marqueurs pour mesurer la pauvreté me semble compliqué. » Et elle ajoute, « Mieux vaut donc garder une vision large de la définition de cette notion. » Suivante. Alors, ceci dit, il est possible d'identifier 5 grands types d'indicateurs. Le premier est une mesure relative, c'est-à-dire les personnes ou les ménages sont pauvres si elles ont un niveau de vie qui est très inférieur à celui de la majorité de la population. La pauvreté relative est définie par rapport à un seuil. Et comme disait Monsieur le Commissaire général tout à l'heure, ce seuil est fixé par l'Union européenne et de nombreux pays, dont la France, à 60% du revenu disponible médian national. Alors, l'importance de ce seuil est de montrer comment les personnes les plus pauvres se situent les uns par rapport aux autres. Avec cet indicateur, les derniers chiffres font état d'un taux de pauvreté de 14,3% pour la France, comparé à 21,7% pour l'Europe du 27. Un deuxième indicateur est le concept de pauvreté absolue, qui compare les ménages sur la base d'un niveau de revenu déterminé. En tant que tel, elle peut être définie comme une absence d'un niveau minimum de subsistance nécessaire pour les besoins fondamentaux de la vie. Il s'agit d'un indicateur principalement utilisé dans les comparaisons mondiales de la pauvreté.
Par exemple, la Banque mondiale estime que les personnes vivant avec moins de 2,5 $ par jour sont pauvres. Mais la pauvreté absolue peut également être mesurée en termes de revenu minimum ou en se référant à des budgets de référence, c'est-à-dire une liste des biens insaisissables, comme par exemple les vêtements, le linge de maison, les appareils de chauffage et le téléphone. Suivant. Un troisième indicateur se concentre sur des privations matérielles et sociales. Il se compose de 13 domaines mesurés à la fois au niveau individuel et au niveau des ménages. En voici 4 exemples. Payer à temps des factures, s'offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile, s'offrir un repas composé de viande, de poulet et de poisson ou un équivalent végétarien tous les 2 jours, s'offrir une connexion à Internet à domicile. On considère comme pauvres les personnes qui ne peuvent pas couvrir les dépenses liées à au moins 5 éléments de la vie courante parmi 13. Et au début d'année 2022, c'était le cas pour 14% de la population. Donc c'est très similaire du niveau de pauvreté monétaire. Mais c'est une proportion aussi qui atteint son plus haut niveau depuis 2013. La mesure de la grande pauvreté, quant à elle, comme celle de la pauvreté en général, diffère en fonction des seuils utilisés pour la définir et des contextes spécifiques au pays. Ceci dit, un consensus semble se dégager sur une combinaison de bas revenus et des privations matérielles et sociales. Nous pouvons appuyer sur les travaux récents de Julien Blasco, qui propose un indicateur qui identifie la grande pauvreté en combinant un niveau de vie inférieur à 50% de la population avec un nombre élevé de privations déclarées, c'est-à-dire 7 sur les 13 items que j'ai mentionnés dans la diapositive précédente. Et selon cet indicateur, environ 2000 personnes ou 2% de la population en France seraient en situation de grande pauvreté. Enfin, on peut mesurer la pauvreté de manière subjective, c'est-à-dire la perception par les individus de leur difficulté à boucler la fin du mois. Un exemple est le baromètre de pauvreté et de la précarité, une enquête annuelle menée par le Secours populaire français en collaboration avec Ipsos. Cette enquête pose la question suivante. Pour vous, en dessous de quel revenu net par mois une personne seule peut être considérée comme pauvre dans un pays de la France? Et en 2022, les Français considèrent qu'une personne seule est pauvre quand elle a un revenu mensuel net inférieur à 1 263 €. Et encore, selon cette étude, les gens sont bien plus nombreux à avoir connu la pauvreté que ne peuvent le laisser penser les chiffres produits chaque année sur le seuil officiel de pauvreté. Alors, quels sont les intérêts et les limites de ces 5 indicateurs? En ce qui concerne l'indicateur de 60% du niveau de vie médian, on peut dire que c'est une base pour la prise de décision politique. En revanche, il y a plusieurs limites. D'abord, le seuil de 60% est arbitraire, et puis il ne reflète pas les charges auxquelles les personnes font face. L'indicateur de pauvreté absolue rend possible des comparaisons entre des pays, mais il ne mesure pas l'évolution de la pauvreté dans le temps. Et puis, il est difficile de déterminer objectivement ce que sont les besoins de subsistance de base. L'indicateur des privations matérielles et sociales améliore la compréhension de l'expérience vécue de la pauvreté, mais le problème est qu'il n'y a pas de consensus sur la constitution de ces indicateurs. En ce qui concerne un indicateur de la grande pauvreté, ceci permet de cibler les ressources vers ceux qui en ont le plus besoin, mais il est difficile d'appréhender les populations invisibles telles que les personnes sans domicile fixe. Et finalement, les indicateurs subjectifs ont l'avantage de pouvoir refléter les changements sociétaux qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs officiels. Et ils donnent une vision plus inclusive des causes de l'exclusion et des inégalités. Nous pouvons ajouter qu'un seuil de pauvreté n'est pas fixé directement par les experts, et cela dit, la principale difficulté des indicateurs subjectifs
et qui contiennent un degré élevé de biais sociaux et culturels. Alors, juste pour terminer, une partie du travail que j'ai effectué pour la Fondation consiste en une série d'entretiens avec des associations britanniques qui aident les personnes en situation de pauvreté. Avec un taux de pauvreté monétaire plus élevé qu'en France et plus de 10 ans de politique d'austérité, les associations luttent pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes dans le besoin et à l'évolution du profit des personnes pauvres, notamment les jeunes étudiants et les travailleurs occupant des emplois précaires ou faiblement rémunérés. Le sentiment général est celui je dois dire, un peu de désespoir, comme en témoignent les propos de ces deux travailleurs d'une banque alimentaire. Et la première, elle dit que quand j'étais à l'université, on faisait beaucoup d'efforts pour développer les indicateurs de pauvreté. Mais j'ai l'impression que tout tourne en ronde et on manipule beaucoup les chiffres en changeant les indicateurs. Fondamentalement, les gouvernements ne se soucient pas suffisamment de la situation pour apporter les changements. La pauvreté est encore plus cachée par les indicateurs et les mesures, et les gouvernements sont encore moins incités à dire « c'est un problème vraiment grave et nous devrons faire quelque chose ». Et la deuxième personne s'ajoute « nous n'utilisons pas les termes de pauvreté ou grande pauvreté. Le langage devrait être formulé en termes de droits sociaux et de justice et doit focaliser sur le fait que les gens doivent avoir accès à des choses qui les rendent bien et heureux. Parler de cette manière est plus facile et efficace pour la société civile que d'utiliser les termes abstraits. En même temps, la stigmatisation des personnes pauvres est réduite. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez deux raisons pour l'applaudir. Un, la qualité du propos, la synthèse, et une deuxième raison, donc vous allez réapplaudir, c'est parce qu'il a bien tenu les 10 minutes. Alors on réapplaudit. Et ce que je suggère, avant que Pierre introduise le prochain intervenant, c'est que Jim nous rejoigne et que le prochain intervenant reste là. Et si c'est l'OCDE, c'est bien. Là, on a demandé à Hervé Bonamy, qui est vice-président du Secours catholique, donc de dire un peu quelle est l'approche du Secours catholique par rapport au thème de la grande pauvreté. Je dirais que c'est pas mal par rapport à la dernière remarque qui a été faite par Jim Hogg, puisqu'on voit que les associations britanniques, qui à mon avis ont un rôle très très important, outre-Manche, et pose un certain nombre de questions qu'on va retrouver tout au long de la journée. C'est pour ça d'ailleurs que le point de vue du Secours catholique me paraît très important. Alors, on va voter. Qui préfère qu'il reste ici? Qui préfère qu'il aille derrière? Donc, je crois que tout le monde préfère que vous restiez là. Donc c'est très bien, vous prenez un micro et en avant. Et en avant pour 10 minutes, donc c'est-à-dire jusqu'à 10h38. Merci. Alors simplement, je ne pense pas que j'aurai d'applaudissements parce qu'on m'a donné 12 minutes au départ qui viennent d'être réduites en 10 minutes. Si vous faites 12 minutes, vous avez droit aux applaudissements. Voilà. Donc merci d'abord pour votre accueil et pour votre invitation. Alors le Secours catholique, on peut déjà passer à la deuxième diapo. Voilà, très rapidement, je vous présente le Secours catholique qui, en fait, pourquoi je souhaite cette présentation? Simplement parce que le Secours catholique est sur l'ensemble du territoire, à travers ses 72 délégations et ses presque 60 000 bénévoles. Donc ce que je vais vous partager là, c'est vraiment ce qui est issu des territoires. Donc la source, ce sont dans les équipes où les personnes sont accueillies. On peut passer à la diapo suivante. Donc je vais vous présenter une situation en 2003. Donc le Secours catholique propose dans son rapport une image de l'état de la pauvreté à travers le prisme des personnes qui l'accueillent, comme je viens de vous le dire. Parmi les personnes accueillies, en tenant compte de l'inflation qui érode le pouvoir d'achat actuellement, le niveau de vie médian a baissé de 7,6% en une seule année. Il s'établit à 538 € par mois pour 2022, puisqu'on n'a pas encore bien sûr les chiffres de 2023, soit 18 € par jour pour subvenir à tous ses besoins et 5 € par jour pour ce qu'on appelle le reste à vivre, ou alors la part arbitrable
cette part arbitrable, entre guillemets, c'est la nourriture, c'est les vêtements, c'est le loisir. Donc vous voyez, 5 € par jour et par personne. Et dans beaucoup de cas, on est face à des missions impossibles. C'est pour nous, d'après le calcul que l'on fait, moins de la moitié du seuil de pauvreté estimé à 1 200 € pour 2022. Alors, quelques constats. On passe à la diapo suivante. Ah ben voilà, il est déjà là. Quelques constats, sans surprise, dans un contexte de forte inflation, eh bien, nous observons une nette aggravation de la pauvreté en 2022 et tout porte malheureusement à croire qu'il en sera ainsi en 2023. Oui, la pauvreté s'aggrave en France, elle touche en premier lieu les femmes. Nous allons sortir notre rapport d'ici une quinzaine de jours et c'est sur justement la situation des femmes. Vous allez voir, c'est malheureusement impressionnant. Dans nos accueils, la demande adressée le plus souvent aux bénévoles reste l'écoute, 57%, suivie de la demande alimentaire, 51%. Et après, ensuite, on a le paiement des factures, etc., à hauteur de 19%. Mais ce qui est à remarquer particulièrement, c'est que les mères isolées avec enfants, les femmes seules, majoritairement françaises à 72%, ça aussi c'est un cadre un peu nouveau, sont le type de ménage le plus souvent rencontré. Nous avons aussi bien sûr la population des personnes d'origine étrangère qui est en légère diminution, un peu moins de 50%. Mais cependant, dans cette population, 67% ont un statut instable, alors même que la durée de leur présence en France s'allonge et que leur niveau de maîtrise de la langue française s'améliore pour 80% des personnes. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont dans cet apprentissage, qui accompagnent cet apprentissage. 47% des ménages rencontrés sont confrontés à des impayés. La part des ménages en location précaire repart à la hausse, après avoir stagné pendant le Covid. Et alors, à remarquer particulièrement, de plus en plus de jeunes adultes se trouvent en situation de grande précarité. Et quand on parlait tout à l'heure des origines de ces personnes-là, eh bien 85% de ces 15-25 ans, en fait, sont issus d'une famille déjà en situation de grande pauvreté. Donc, malheureusement, les jeunes adultes n'ont pas droit au RSA. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Quand ils vivent une telle fragilité, ce serait pourtant une façon de les sécuriser à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays européens. La majorité des adultes rencontrés restent en moyenne relativement jeunes, 41%. Cependant, on observe l'accueil de personnes d'origine française où la part des plus de 60 ans est passée de 7 à 12%. Donc on voit aussi des fragilités au niveau des retraites. L'inactivité de longue durée est en hausse. La part des personnes qui n'ont ni emploi, ni formation, ni chômage augmente depuis 10 ans au point de représenter 60% des personnes que nous accueillons. Cette évolution tient principalement à l'augmentation de la part d'étrangers sans statut stable. Pour autant, le niveau d'études moyen augmente depuis plusieurs années. Un point sensible, les prestations sociales, RSA, allocation familiale, continuent de manquer en bonne partie leur cible. Le non-recours au droit est en nette hausse. Tout le monde maîtrise la notion du non-recours. Voilà. Alors même que l'ampleur du phénomène et la nécessité de le combattre ne fait plus débat. Ainsi, 24% des personnes que l'on rencontre touchent le RSA, mais plus d'un tiers des personnes qui y sont éligibles ne l'ont pas perçu en 2022, 4 points de plus qu'en 2021. Vous voyez, il y a une accélération très forte. Le taux est particulièrement élevé chez les hommes seuls, puisqu'on arrive à 39%. Et chez les étrangers, il est à craindre que les pressions renforcées sur les allocataires du RSA assorties de sanctions nouvelles, telles que prévues dans la loi plein emploi, n'aboutissent à éloigner de leurs droits une part accrue des personnes en situation de pauvreté. Et pourtant, les politiques publiques ont la capacité de cibler les ménages repérés comme à risque d'être étranglés financièrement. Autrement dit, une politique volontariste pourrait éliminer la grande pauvreté dans notre pays, qui s'y est engagé, pourtant, comme ça a été déjà dit, pour 2030 auprès des Nations Unies. Donc après ce rapport existant, on peut passer à, voilà, après de ces constats. Au-delà de ces constats,
Ben, comme le rappelle notre pape, vous permettez qu'on fasse référence à notre pape dans le Secours catholique, les plus précaires sont les plus touchés par les effets du dérèglement climatique. Ce n'est pas un scoop. Et aussi, ce que l'on observe, c'est l'affaiblissement des associations, l'effet ciseau, augmentation de la demande de soutien, augmentation du coût des actions, réduit les capacités des associations, mise en lumière par nos collègues, entre autres, des Restos du Cœur. Alors, à partir de ces constats, voilà, merci. À partir de ces constats, pouvons-nous repérer des mécanismes qui ont permis à certaines personnes de sortir de la pauvreté ou qui les ont motivés à s'en sortir? 3 convictions. Une personne seule ne peut s'en sortir faute de ne pouvoir faire face à l'amoncellement de problèmes que génère la grande pauvreté. Le Secours catholique, mais pas que, inscrit sa démarche d'accompagnement des personnes fragiles dans la durée, avec comme objectif de faire à partir de ces personnes et avec elles et non pas pour. Et j'étais très sensible à l'introduction de notre président qui a indiqué la présence de personnes qui sont en situation de pauvreté dans ces instances-là. Je crois que c'est primordial si on veut pouvoir les accompagner. Donc 2 ingrédients indispensables, bien sûr la place laissée à la parole de ces personnes, mais aussi la volonté pour ces personnes de vouloir s'en sortir, et puis aussi les moyens financiers mis à disposition. J'ai la tâche ingrate, mais là, il vous reste 2 minutes. Sur 12? Oui. Bon, eh bien, écoutez, on va faire avec. Oui, j'enregistre tout, vous allez voir. D'accord. Bon, alors, l'une ne va pas sans l'autre, donc une association ne peut répondre seule, d'où l'importance de travailler ensemble avec les associations. Alors, donc, je vais passer très vite, mais quand même indiquer dans une diapo qui va arriver tout de suite, que la priorité, c'est simplement de revisiter les droits fondamentaux et de permettre à ces personnes d'y accéder. Voilà, il existe des systèmes en France et il suffit parfois de les appliquer. Donc, accéder aux droits fondamentaux, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Il y a les moyens financiers, bien sûr, comme indiqué dans l'état de pauvreté, 1/3 des personnes ont droit à ces allocations et ne les demandent pas. La précarité alimentaire, avec l'accès digne à l'alimentation durable et de qualité, en valorisant bien sûr l'autonomie des ménages pour qu'ils puissent choisir leur alimentation, mais aussi partager des cultures au niveau de l'alimentation. Et ce n'est pas neutre, donc leur donner éventuellement des endroits où ils puissent exprimer ces compétences culinaires. L'hébergement face à la précarité énergétique, où là, ici, il y a des choses qui peuvent être accompagnées avec l'aide de l'État. D'ailleurs, le Secours catholique est sur un programme de Un digne toi, le 1, la lettre 1, digne toi plus loin, avec le réseau Ecohabitat. Après, nous avons bien sûr l'accès à l'emploi. Alors simplement, je me permets de dire que l'accès à l'emploi, ce n'est pas la panacée universelle, puisque il ne faut pas oublier les gens qui sont très très loin de l'emploi et quelque part qu'il faut ramener dans une dynamique de l'emploi. Et je pense particulièrement au territoire zéro chômeur, où là, malheureusement, on observe que dans le projet de loi 2024, il y a une dotation qui serait en baisse. J'insiste pourtant sur la qualité des résultats de ces lieux zéro chômeur. Enfin, la mobilité et les transports, pas simplement pour avoir ressources en l'emploi, pour être en proximité de l'emploi, mais aussi pour la dimension sociale, le vivre entre personnes, et donc les personnes sont éloignées les unes des autres, donc il n'y a pas que la dimension emploi derrière la mobilité. Et puis, je terminerai très rapidement avec une interpellation par rapport à cette situation de crise. Le Secours catholique appelle le gouvernement, mais ça a déjà été plus ou moins dit tout à l'heure, à mesurer l'impact de toutes les décisions de politique publique sur les pauvres, ça a été évoqué, se donner pour cap de garantir à chaque ménage un revenu minimum arbitrable permettant de sortir de la grande pauvreté pour ne pas y tomber, notamment en augmentant le pouvoir de vivre des ménages et l'accès à un emploi et à un salaire décent. Merci à vous. Et je vous laisse avec la dernière diapo. La dernière diapo. Il n'y a plus de dernière diapo. Bon, bah, c'est pas... Vous vous appliquez qu'une diapo. Elle a disparu. Voilà. Bon, bravo, vous avez bien tenu vos 11 minutes et demie. Ne vous appliquez que 30 secondes. Pierre, pour introduire l'OCDE. Eh bien, effectivement, nous voulions avoir un état des lieux de la pauvreté sur une approche
internationale et si possible en Europe en priorité, bien entendu. Donc l'OCDE réalise des études régulières sur le sujet. Maxime Ladec nous présente maintenant cette approche et je soulignerai le fait que vous intégrez des données beaucoup plus récentes que celles que nous avons à l'heure actuelle et donc je dirais que c'est particulièrement important parce qu'effectivement on peut s'intéresser sur les effets de la très grande inflation qui s'est produite en 2022 et 2023 en France et dans tous les pays européens. Bonjour à toutes et à tous, oui, et merci pour votre invitation. Alors, je travaille à la division des politiques sociales à l'OCDE. Vous connaissez tous l'OCDE, Organisation de coopération et développement économique, c'est pas très loin d'ici, créée en 1961. Aujourd'hui, ça a bien évolué depuis. Aujourd'hui, on a 38 pays, il y a 21 pays sur les 27 de l'Union européenne. Et vous les verrez avec les graphiques que je vais montrer. Alors, la mission de l'OCDE, c'est de promouvoir le bien-être économique et social dans le monde, et notamment pour la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Alors, vous m'avez demandé d'apporter une dimension internationale aujourd'hui sur les mesures de la pauvreté. Comment se compare la France par rapport aux autres pays, par rapport aux pays européens sur la pauvreté, et comment on mesure la pauvreté monétaire, mais aussi non monétaire à l'échelle internationale. On a entendu un petit peu déjà certaines mesures. Alors la mesure la plus courante, c'est le taux de pauvreté monétaire relative. On l'a entendu déjà. Elle nous est fournie par l'INSEE grâce à l'enquête emploi, revenus fiscaux et sociaux. Alors nous, on a toujours les données de 2019 là, de l'INSEE, avant Covid. Mais les prochaines données pour 2020, il y a eu des problèmes de mesure, et 2021 devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc en France, en 2019, on avait 8% de la population, ça a été dit, qui vivait avec un niveau de moins de 50% du niveau de vie médian. Et donc ce seuil de 50% de niveau de vie médian, ça correspond à 1 000 euros net pour une personne célibataire. Et en prenant en compte des échelles d'équivalence, c'est pour une famille avec 2 enfants, c'est à peu près 2 000 euros. Donc 8%, c'est 5-6 millions de personnes. C'est bien inférieur à la moyenne européenne, vous le voyez sur le graphique, et à 11%. L'OCDE, on est à 12%. C'est en partie grâce à notre système de protection sociale, on le redira plus tard. Et ça varie donc de 5% dans les pays nordiques, les pays égalitaires, à autour de 18-20% en Israël, États-Unis, Costa Rica, des pays moins égalitaires, moins généreux socialement. Et si on regarde à 60%, la prochaine slide, du revenu médian, donc c'est ce qu'utilise l'Union européenne. C'est à peu près le même ordre des pays globalement. Non, c'est bon. En France, ça a été dit 14-15%, avec un niveau de vie inférieur à 1 200 euros. C'est à peu près 10 millions de personnes. Et donc il y a 4 millions de personnes entre les 50% et les 60% du revenu médian. Et donc c'est une définition plus large de la pauvreté. L'Union européenne, on est à 17%, OCDE 18%, et puis ça évolue, ça varie entre 10% les pays nordiques et 25% dans les pays où la pauvreté est plus développée. Donc, au cours de ces dernières années, le taux de pauvreté n'a pas beaucoup évolué. On l'a entendu un peu plus tôt qu'il ne baisse pas. Mais ce qui est plus important, c'est de voir comment il a évolué par rapport au groupe d'âge. Et sur ce graphique, on voit que pour la mesure OCDE à gauche, l'évolution au milieu des années 80, donc c'est la ligne bleue avec des pointillés et le petit carré noir. Milieu des années 2000, la ligne avec le triangle noir. Et la fin des années 2010, la ligne bleue. Et on voit ce shift de la pauvreté qui a baissé pour les personnes âgées et par contre qui a augmenté pour les jeunes et pour les enfants. Et on retrouve quelque part
ce même mouvement pour la France, avec la baisse du niveau de pauvreté des personnes âgées, notamment pour 76+, et l'augmentation pour les jeunes et les enfants. Donc ça, c'est la baisse relative pour les personnes âgées, c'est le vrai succès des politiques sociales, des retraites, en France et dans de nombreux pays de l'OCDE. Alors, je vais vous montrer deux autres mesures. Là, monsieur parlait de données plus récentes. C'est des données du World Gallup Survey, avec le pourcentage de personnes qui déclarent ne pas avoir eu les moyens de s'acheter assez à manger lors des 12 derniers mois. Donc, ça a augmenté dans les 2 tiers des pays de l'OCDE. Là, entre 2018 et 2019, on regroupe les années et 2021-2022. En France, on est passé de 10,5 à 12,5 en 2021-22. On est un peu en dessous de la moyenne OCDE. Et on retrouve les pays Suède, Suisse, nordiques avec des taux inférieurs et les pays d'Amérique latine avec des taux supérieurs. Une autre manière, la pauvreté non monétaire, ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui déjà. Donc le bleu clair et bleu foncé, c'est la part de ceux qui ont 5 privations, ça a été dit. La part bleu foncé, c'est les 7 privations, les privations sévères, une définition plus stricte. Donc on est à 14-15% et sinon à 8% en France. Et là, on est un peu au-dessus. En 2022, c'est aussi des données un peu plus récentes d'Eurostat. On est un peu au-dessus de la moyenne européenne, ce qui m'a surpris. Habituellement, on était un peu en dessous et là, on est un peu au-dessus. Alors, j'ai 3 autres slides, Julien, sur des solutions possibles. Pour 3 minutes. 3 minutes, bien. Donc là, c'est... vous voyez le taux de pauvreté sur l'axe Y et la part des dépenses publiques, sociales publiques dans les pays de l'OCDE. Et vous voyez que la France est un pays qui dépense beaucoup en termes de dépenses sociales publiques. Et on voit cette corrélation négative entre le taux de pauvreté. Les pays qui dépensent le plus ont un taux de pauvreté relatif qui est inférieur. L'avant-dernière slide, c'est sur la redistribution. Ça a été mentionné un peu plus tôt. Avec la redistribution, c'est à la fois les prélèvements obligatoires et les prestations sociales. Donc vous avez là, sur l'axe X, c'est la pauvreté avant redistribution. Et sur le Y, la pauvreté après redistribution. Donc en moyenne, en 2019, la redistribution réduit la pauvreté donc en moyenne, on passe de 27% à 12%. Donc on peut mesurer cette redistribution à plus de 50%. Ça, c'est pour la moyenne OCDE. Et elle est autour d'1 tiers. La redistribution, on la mesure à 1 tiers pour les États-Unis. Et en France, on est à plus de 75% d'effet de baisse du taux de pauvreté avec cette redistribution. Là, je montre aussi la Suède, où il y a une forte baisse de l'impact de la redistribution dans les pays nordiques. Et une dernière, avec quelques recommandations par groupe d'âge pour les enfants, donc l'importance d'investir dans le préscolaire. Un enfant en primaire aujourd'hui coûte 8-9 000 € à l'État. À l'université, c'est presque le double. Et tout le monde n'en profite pas. Investir aussi dans les services de garde de jeunes enfants pour les familles à faible revenu. Aujourd'hui, c'est les familles à haut revenu qui profitent plus de ces gardes. Il y a un rapport de 3, j'ai retrouvé les chiffres hier. Pour les jeunes, avec un taux de pauvreté qui est à 13%, lutter contre le décrochage scolaire. Les pays nordiques sont très bons pour lutter contre l'absentéisme. Je mentionne aussi l'apprentissage qui a fortement augmenté les dernières années, mais qui est toujours inférieur à ce qu'il y a
en Norvège, en Autriche ou en Allemagne, il y a des marges de manœuvre. Le non-recours a été mentionné, estimé à 30% par l'adresse. Et puis, pour les personnes âgées, en France, on a un taux de pauvreté relativement bas par rapport à la moyenne OCDE et penser à continuer à revaloriser le minimum vieillesse pour continuer à avoir ces taux bas pour les personnes âgées en France. Voilà ce que je voulais dire en 10-12 minutes. Moi aussi, on m'avait donné 12 minutes. Eh bien, tu as fait 10. Et donc, on t'applaudit. Voilà. Bien, mais nous avons voulu un peu terminer cette première table ronde, peut-être avant les questions de la salle, sur un projet très important qui est en cours à l'INSEE, qui s'appelle Projet sur la grande pauvreté, piloté par Monsieur Laloche, qui est administrateur de l'INSEE et qui fait ce projet avec ATD Quart-Monde et le Secours catholique. Voilà. Oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je me suis un peu laissé aller, je crois, sur les slides pour tenir 12 minutes, donc on va essayer de passer vite sur certaines slides. Du coup, on peut commencer. Donc, on va d'abord faire une rapide introduction sur la pauvreté, ce qu'on peut appeler la pauvreté multidimensionnelle, et plus précisément les dimensions monétaires et non monétaires. Et après, on rentrera dans le cœur du sujet autour de ce qu'on a fait avec ATD, Quart-Monde et le Secours catholique Caritas France. D'ailleurs, je n'étais pas en pilotage, il y avait vraiment un copilotage, et c'était aussi beaucoup et surtout sur cette partie du projet portée par les associations notamment. Donc pour revenir sur la multidimensionnalité de la pauvreté, alors quand on parle de pauvreté, évidemment, ça renvoie assez naturellement à l'approche monétaire, à une conception monétaire qui, sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. C'est une approche qui est incontournable, et c'est d'ailleurs l'approche qui est finalement, c'est l'esprit des indicateurs qui ont été présentés juste avant. C'est-à-dire qu'à la fois le taux de pauvreté monétaire, on mesure le niveau de vie relativement au reste de la population, mais aussi finalement la pauvreté en conditions de vie qui mesure les privations matérielles et sociales qui sont causées par l'insuffisance de ressources financières. C'est également ce deuxième indicateur basé sur une approche monétaire de la pauvreté, même si c'est lié aux privations de la vie quotidienne. En fait, c'est estimé sur la base de questions auprès d'enquêtes ménages où on dit: avez-vous suffisamment de ressources pour vous payer une semaine de vacances par an, pour vous acheter de nouvelles chaussures, pour chauffer suffisamment votre appartement. Donc ça renvoie quand même à la notion monétaire. Et donc ces indicateurs, ils ont beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages, et c'est en effet des marqueurs aujourd'hui pour beaucoup de raisons. D'abord, ils ont une qualité qu'on adore, nous les statisticiens, c'est qu'ils sont basés sur des critères objectifs. Donc c'est objectif, c'est tangible, c'est observable statistiquement, et donc quelque part c'est beaucoup plus facile, la situation est beaucoup plus facilement comparable entre les individus que des dimensions plus subjectives, on y reviendra juste après. Deuxième intérêt, on en a parlé juste avant, c'est des comparaisons internationales possibles, donc ça permet de mettre en perspective l'importance du phénomène entre les différentes régions, entre les différents pays. Mais cette approche monétaire, elle est quand même incomplète. Donc déjà, elle a des limites dans la définition des indicateurs. Il y a des problèmes de couverture. Aujourd'hui, ces indicateurs, ils sont basés sur des données d'enquête qui sont dites en population générale, c'est-à-dire qu'on va tirer un échantillon d'individus au sein de personnes qui ont des logements. Et donc ça exclut de fait toutes les personnes qui sont sans domicile, ça va exclure aussi les personnes qui sont dites en communauté dans les logements collectifs, donc notamment les résidences étudiantes ou d'autres, ou par exemple les habitations mobiles, donc les gens du voyage. Donc ça exclut toute une partie de la population. Alors évidemment, il y a des méthodes statistiques pour corriger ces défauts de couverture, mais ça reste une limite importante, notamment sur le bas de distribution, donc la grande précarité, où on a du mal à capter ces phénomènes juste à travers ces indicateurs.
deuxième élément d'incomplétude, c'est qu'il y a d'autres dimensions en fait, qui ne sont pas monétaires, qui ont été identifiées, mises en exergue par beaucoup d'autres travaux de recherche. Alors, je cite notamment un projet de recherche international qui a été mené par ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford, qui a duré plusieurs années avec des personnes en situation de pauvreté qui ont identifié des dimensions cachées de la pauvreté, dont on parle assez peu. Et donc j'en cite quelques-unes ici, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Donc il y a l'isolement social, la maltraitance sociale, la maltraitance institutionnelle, les peurs et les souffrances, la dégradation de la santé physique et mentale. Bref, toute une série de dimensions qu'on capte pas ou peu à travers les indicateurs traditionnels, mais qui restent quand même pour les personnes des éléments incontournables de la pauvreté. Alors le problème, c'est la question de la mesure. C'est que là, pour le coup, on est sur des dimensions beaucoup plus subjectives. Comment on peut mesurer le regard des autres, le sentiment de solitude ou des éléments, l'attitude des administrations, le ressenti qu'on peut avoir quand on fait une démarche. C'est des choses qui sont plus difficiles parce que chacun a sa subjectivité et du coup, pour comparer entre les individus, les situations, c'est évidemment un défi. Donc voilà. Alors, évidemment, c'est un défi, mais c'est un défi qui nous a intéressés à l'INSEE. Donc, c'est un peu dans cette perspective qu'on a voulu monter ce projet. Donc, on s'est rapproché des associations ATD Quart Monde et Secours catholique Caritas France. Et on peut passer à la slide suivante. En fait, l'idée, c'était vraiment d'essayer de mieux comprendre quelles étaient ces dimensions non monétaires et comment, finalement, on pouvait les mesurer statistiquement. C'était de confronter deux mondes, les outils et les mesures de la statistique publique, avec le vécu et les expériences des personnes en situation de grande pauvreté. Donc on a monté, donc c'était notamment sous l'impulsion, je le redis, d'un comité de pilotage, donc 2 personnes d'ATD Quart Monde et 2 personnes du Secours catholique, avec lesquelles nous on était en lien. J'ai travaillé sur ce projet avec Agnès, donc notre personne de l'INSEE. Et il y avait 6 groupes locaux de personnes en situation de pauvreté avec des animateurs. Et donc on a en fait mis en commun plusieurs savoirs. Donc il y avait notre savoir un peu scientifique de technicien, de statisticien. Il y avait le savoir des personnes en situation de pauvreté qui est issu de l'expérience de la pauvreté que nous on n'a pas. Donc c'est un savoir qui est évidemment important à tenir compte. Et il y avait le savoir des associations en termes de comment on fait en sorte de faciliter la participation des personnes. Donc, il y a des méthodologies, je cite ici, là dans la slide. Voilà, c'est pas forcément évident. Ça fait appel à beaucoup de travail, de méthodes, de techniques d'animation. Et donc, voilà, c'est à travers ces trois choses qu'on a essayé de monter ce projet. Donc, il y avait différents temps. Une première phase où il fallait mettre un peu tout le monde à niveau et qu'on ait un socle de connaissances communes sur la pauvreté. Une deuxième phase où on a mis un focus sur 2 dimensions qui étaient l'isolement social et la maltraitance institutionnelle. Donc, sur la première phase ici, c'est un peu les résultats de la première phase, donc en manière très condensée. Et je veux citer 2 petits exemples un peu plus concrets pour que ça soit plus facilement illustratif de ce qui s'est dit. Le premier, c'est en fait, donc il y a eu une première réunion en plénière où les associations ont réuni tous les groupes. Il y avait une vingtaine de personnes en situation de pauvreté. On leur a demandé qu'est-ce que ça représente pour vous la pauvreté. Vous avez 3 post-it, mettez un mot sur chaque post-it, et sans qu'on ait ce travail de quelles sont les dimensions, etc. C'était vraiment sans diriger un peu ce qu'ils allaient dire. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? En fait, il y a eu différents groupes de mots qui sont ressortis, et ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une multitude de représentations, et la multidimensionnalité de la pauvreté à travers cet exercice, elle a été clairement mise en valeur. Il y avait un groupe de mots autour des privations, donc, et le manque, la faim, des choses vraiment plus matérielles qui renvoient donc plus aux conceptions monétaires et aux indicateurs traditionnels, mais ce n'était pas du tout la majorité des post-it qui sont ressortis. En fait, il y avait beaucoup de post-it qui étaient dans la relation par rapport au reste de la société, aux autres. Donc des mots comme discrimination, stigmatisation, honte, regard des autres, isolement,
incompréhension. Ce groupe de mots est beaucoup ressorti. Donc dans vraiment le rapport au reste de la société, mais d'un point de vue voilà, clairement non monétaire. Il y a des choses aussi positives qui sont ressorties, comme l'entraide, la solidarité, la débrouille, c'est beaucoup ressorti aussi. Et puis des notions plus ambiguës comme le combat, la lutte, voilà, qui peuvent être aussi positives ou un peu moins positives. Donc c'était une manière intéressante de commencer ce travail. Et après, on a demandé aux différents groupes locaux d'approfondir les questions, en fait, les différentes dimensions de la pauvreté à travers différents exercices qui ont été menés par les associations. Je vais en citer un seul parce que, pour avancer dans la présentation. Et puis, parce qu'il vous reste 1 minute. Ah oui, voilà. Donc c'est la question de la spirale. Donc c'est en fait comment progressivement, soit on s'enfonce, on devient de plus en plus prisonnier de la pauvreté, ou au contraire, les spirales positives, comment on fait pour progressivement en sortir, dans l'idée que l'idée essentielle, c'est la notion vraiment de parcours et de trajectoire de vie. Il ne va pas y avoir un unique événement qui va faire en sorte qu'on est pauvre ou pas. C'est vraiment un cumul de situations, d'expériences négatives qui ont créé donc cette situation. Et du coup, ce qui est ressorti dans les spirales positives, et c'est ressorti dans tous les groupes, l'importance de l'existence d'un réseau social pour réussir à sortir de la pauvreté. Donc là, je pense qu'on peut passer toutes les autres slides. Donc on parle donc des autres dimensions, isolement et maltraitance. En conclusion, c'était un projet vraiment très riche. On a voilà, confronté aussi nos outils, les questionnaires de l'INSEE, qui se sont révélés pertinents sur de nombreux sujets, mais forcément incomplets, ça ne couvrait pas l'ensemble des choses. Donc on a réfléchi à faire évoluer notamment un module dans l'enquête sur les conditions de vie. C'était vraiment une première étape de la réflexion. On n'a pas répondu à la question de la mesure de ces dimensions non monétaires, donc on continue à travailler là-dessus. On a monté un partenariat avec l'École d'économie de Paris cette année pour approfondir cette question de la mesure voilà, des dimensions non monétaires et plus généralement de la multidimensionnalité de la pauvreté. Et voilà, donc il y a un rapport qui est sorti et je voudrais remercier vraiment les associations et surtout le groupe de personnes en situation de pauvreté avec qui on a travaillé, qui sont vraiment les acteurs de ce travail. Merci beaucoup pour cette attention. Alors, on a bien gardé le temps, ce qui est parfait, ça nous laisse 10-15 minutes de discussion, donc de questions qui peuvent être posées à nos 4 panélistes. Ce que je propose, c'est une double règle. 1, interdiction totale de prendre la parole en disant « j'ai pas une question, c'est une remarque », parce qu'en général, c'est pour piquer du temps. Et 2, des questions courtes. On peut en prendre, si Pierre en est d'accord, 3, et ensuite, si on a encore du temps, après les réponses, on pourra en prendre 3. D'accord, vous n'avez pas le droit de dire c'est une remarque, et 2, c'est une question courte. Merci, bonjour toutes et tous. Je m'appelle Laurent Brondel, je suis professeur émérite en santé et président de la Banque alimentaire de Bourgogne. Alors, les banques alimentaires, elles distribuent à 2,4 millions de personnes. Elles sont bien des gens pauvres, puisque le revenu moyen est de 1 070 € pour les personnes qui travaillent et 850 € pour ceux qui ne travaillent pas. Très mal élevé, mais alors, Ma question est la suivante. Il y a eu une étude profil qui a été faite, et on se rend compte qu'il y a 4 facteurs qui sont importants, qui sont les conséquences. L'isolement, vous en avez parlé, les problèmes de l'alimentation, l'accompagnement social et les problèmes de santé. Alors ma question est la suivante. Pour identifier la pauvreté, est-ce qu'il vaut mieux pas partir de ces critères, même s'ils sont subjectifs, monsieur Lelouch, il ne faut pas partir de ces critères pour mieux identifier les personnes dans la précarité. Merci. Merci. Une deuxième question. Madame, là-bas. Voilà, madame est plus proche. Et puis la question de madame. Merci. Caroline Corr, élue à l'Action sociale à Nanterre. Juste une question très courte. Qu'est-ce qu'on entend par maltraitance institutionnelle? Moi, je vois l'angle inclusion numérique, non-accès aux guichets, services publics en physique, etc. Mais est-ce que c'est plus large que ça ou pas? Il y a un côté exercice physique, vous voyez, pour ces colloques. Donc Anna Marquez de l'hôpital de Villévrard et responsable
de l'unité practice. Ma question, c'est par rapport à cette mesure de ce qu'on dit subjectif. On sait qu'il y a des études qui peuvent permettre de voir, quand on, je sais pas, je dis bêtement, entrer en boîte, est-ce qu'on peut entrer ou non en boîte quand on est de telle couleur, quand on est habillé comme ça, ou par exemple ce qu'on a vécu tout récemment, d'aller dans les musées, on a un minima social, là-dedans en l'occurrence, et de voir la tête des personnes dans les musées pour accueillir les personnes ou pour dire vous n'avez pas le droit. Il faut qu'on présente un document officiel pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits. Donc ce qui est subjectif, cette sensation d'exclusion ou de maltraitance institutionnelle, elle est quand même objectivable assez... on a fait pour les médecins généralistes aussi, quand on a quand on paye, on sait objectiver quand même ces choses-là. J'ai 2 questions. Oui. Alors, ce que je propose... Ah non, vous allez droit au prochain tour. C'est que chacun des intervenants réagisse à ces questions sur la définition des limitations de la maltraitance institutionnelle et plus généralement sur la place de l'approche subjective pour déterminer ce qu'est la pauvreté. Pierre, ça te va? Bon, alors qui veut se jeter sur le micro? Parce qu'il faut des réponses courtes aussi pour que ça pulse. Maltraitance institutionnelle, allez. Ok, je peux essayer. Il y a la slide de maltraitance institutionnelle. Voilà, la réponse c'est jetez-vous sur la slide. Non, allez. Du coup, je sais pas, parce que je ne l'ai pas... Je veux bien revenir en arrière sur la slide, mais en gros, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Déjà, il y a le fait que c'est celle d'après. Voilà, donc c'est une dimension qui est très en lien avec toutes les autres dimensions et qui crée une forme de cercle vicieux, mais ce qui est ressorti beaucoup des expériences des personnes, hein, c'était les compétences acquises dans la grande pauvreté et non reconnues, comme les expériences de bénévolat ou la débrouille. C'est le jugement et la suspicion des administrations, donc beaucoup de l'ordre du ressenti. Quelque chose qui est énormément ressorti, c'est la dépendance aux décisions d'autrui et le caractère un peu arbitraire ou le manque de savoir pourquoi de la décision et effectivement les difficultés d'accès numérique, etc. Oui, Pierre. Ça marche. Oui. Oui, non, je voudrais juste prolonger ce que vous dites. En lisant votre rapport, j'étais très étonné, et ça rejoint la remarque du commissaire général, hein, là. C'est-à-dire un peu la mise en cause de beaucoup d'actions des travailleurs sociaux. Et autrement dit, l'image du travailleur social par les personnes qui sont en situation de handicap ou de très grand handicap et de très grande pauvreté est souvent très négative. Et ça m'a un peu interpellé. En tous les cas, ça fait partie de ce que les pauvres que vous aviez interrogés et les responsables aussi mettaient sous le thème maltraitance institutionnelle. Là, je ne dis pas que c'est la seule, mais je dis en tous les cas que c'était une dimension que moi j'avais en partie ignorée. Sur la dimension subjective de la pauvreté et la prise en compte des expériences, des ressentis comme étant la base de ce que l'on devrait mesurer. Je ne sais pas comment réagirait Maxime qui a le micro. Oui, alors moi ce que je voulais dire par rapport à ces variables subjectives, un des graphiques que je vous ai montré là sur ce qu'on utilise à partir du World Gallup Survey, là on essaie de mesurer, de complémenter les données de l'INSEE qu'on reçoit avec ces données de Gallup où on a la part des personnes qui déclarent ne pas avoir les moyens de s'être acheté, d'avoir acheté à manger lors des 12 derniers mois. C'est ce type de variable qu'on essaie d'utiliser pour être, en plus des données de pauvreté monétaire, elles ont l'avantage d'être plus à jour que les données d'enquête et on a des données pour tous les pays du monde. Donc on a pour les pays OCDE et aussi pour les partenaires de l'OCDE. Voilà comment on essaie d'intégrer un petit peu ce type de variables dans nos études. Jim, Hervé, sur l'importance de l'approche subjective. Peut-être Hervé pour commencer. Approche subjective, je ne sais pas. Objectif, toujours est-il lorsqu'on a les personnes en face de nous et qu'elles nous évoquent leur situation. Donc là, on essaye de faire en sorte
ne pas être dans la réponse d'urgence, parce que la réponse d'urgence, c'est un peu un cataplasme, mais et d'essayer de s'inscrire dans une démarche à long terme pour pouvoir en sortir. Puis tout à l'heure, je voulais quand même revenir là, sur les difficultés d'accès et tout. Je n'ai pas trop eu le temps d'en parler, mais le numérique, c'est une magnifique entreprise d'exclusion, hein, au niveau des personnes, et pas que, parce que là intervient aussi les générations. Et il y a la situation et les générations. Enfin, et on n'arrive pas, enfin, c'est quand même très lourd avec les instances, l'administration, de pouvoir faire évoluer ce point-là. Donc je me permets d'assister là-dessus parce que ça fait d'énormes dégâts, hein, dans le non-recours, par exemple. J'allais dire que c'est presque le premier facteur du non-recours. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans la démarche administrative qui est demandée. Jim ? Moi, je dis, ça marche, oui. Moi, je dirais, enfin, le travail que j'ai fait pour la Fondation, et j'ai essayé de regarder comment tous ces termes sont définis, quelles sont les mesures, les indicateurs. Et le sentiment que j'ai, c'est que plus on va dans le domaine de la subjectivité, plus on va dans le domaine de l'exclusion sociale et le non-inclusiveness de la personne. Donc, c'est-à-dire que la terminologie glisse, parce qu'on peut trouver des gens qui se subjectivement, qui a le sentiment de ne pas pouvoir participer dans les activités ou dans la vie sociale de leur quartier. Mais peut-être ils ne sont pas nécessairement pauvres, pauvres monétaires dans le sens des définitions administratives. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment sur un continuum des États dont la subjectivité est une mesure très importante, mais à mon avis, il va falloir combiner cet indicateur toujours avec les indicateurs monétaires. Alors, à la mitraillette, on peut prendre 3-4 questions. Je dis 3-4 parce que monsieur avait 2 questions. Il s'en va en plus, non? Ah ben non, il lui donne son micro, très bien. Vous m'entendez? Je vais directement à la question. Parfait. On a parlé vous avez beaucoup parlé de non-recours. Ça renvoie à la notion d'invisibilité. Les gens ont droit à des aides et n'en bénéficient pas. Ma question, comme on est précisément sur une session sur les indicateurs, est-ce qu'on a réfléchi à qualifier ces invisibles, à définir des indicateurs de cette invisibilité qui permettraient peut-être après d'amener l'action publique vers ces invisibles. Merci. Alors, il y a plein de questions encore. Alors, c'est vous qui choisissez avec le micro, comme ça. Il faudra des réponses hyper courtes, hein. Qu'est-ce que l'invisibilité? Bonjour, Guillaume Gineb de l'Action Tank. J'avais 2 questions sur les indicateurs. Au Royaume-Uni, on voit apparaître des nouveaux indicateurs de pauvreté monétaire qui sont plus basés sur le revenu disponible, mais sur le revenu disponible arbitraire, après des dépenses contraintes qui ont été retirées. Deuxième type d'indicateur que je trouve intéressant, c'est la pauvreté, indicateurs de pauvreté multidimensionnelle qui ont été développés par l'Université d'Oxford, qui prennent en compte différentes conditions de vie, le logement, la santé, l'éducation, mais qui pondèrent le poids de ces items en disant en France, la santé, c'est un élément plus important que d'autres facteurs dans la pauvreté. Et donc, je voulais savoir si vous pensez que ce type d'indicateur serait pertinent dans le contexte français. Parfait. Allez, une dernière question. Madame, devant, pardon. Oui, bonjour, Amel Medjahed, donc membre du conseil d'administration de la Fondation. Petite question, et au fait, on est très content d'entendre autant d'expertise dans le domaine, mais je voulais peut-être revenir sur le terrain de tous les jours que nous rencontrons. Et donc la précarité, la pauvreté, on la voit tout le temps. On n'a même pas besoin de la repérer parce que nous sommes entre autres donc, dans un hôpital qui est un laboratoire, si je me permets, de cette expertise-là de la précarité. Donc l'état des lieux de la pauvreté, l'actualité nous met face à nous et notre réalité. Quels outils, messieurs les experts, pourrez-vous nous donner pour peut-être être parmi les précurseurs, éviter et proposer
des outils à prévenir tout ça. Donc, on est tout le temps à regarder l'état des choses, mais comment peut-on les éviter, surtout qu'à l'actualité, il n'y aura peut-être même pas la possibilité de soigner l'AME dont je parle aujourd'hui, actualité qui nous impose ce constat. Bon, 3 colossales questions et vous avez chacun qu'1 minute. Qu'est-ce que l'invisibilité? Comment mieux prendre en compte la multidimensionnalité? Et comment mieux prévenir? Voilà, facile. Maxime, moins d'1 minute. Hein. Alors, effectivement, il y a plein d'indicateurs qui traînent dans la littérature. Il faut tenir le temps, sinon il n'y a pas de pause. En 10-12 minutes, on vous a présenté les indicateurs principaux. À l'OCDE, on utilise aussi tout ce qui est multidimensionnel, on suit ce qui se passe à Oxford. On utilise aussi des indicateurs qui prennent en compte le patrimoine des gens, l'argent, l'épargne qu'ils ont, et savoir combien de mois ils peuvent tenir avec l'argent qu'ils ont actuellement. C'est les types d'indicateurs qu'on développe. On utilise aussi dans la pauvreté relative, on bloque le niveau de pauvreté par exemple à 2019. Là, on est en train de développer ces indicateurs pour voir que dans l'évolution de temps, ça donne plus de changements qu'en utilisant le niveau médian de l'année, en ancrant le niveau médian. Et pour d'autres indicateurs aussi, pour les jeunes, par exemple, on utilise les NEET, les Not in Employment, Education or Training, où on voit dans des 15-19, 20-24, 20-29, 15-29, la part de ces jeunes qui sont sans emploi, sans travail, et les décrocheurs, qu'on appelle ça en France, et quelle politique pour ce type de personnes. Jim, sur la visibilité peut-être? La visibilité des... Ou multidimensionnalité. Non, comment on répond, comment on satisfait nos 3 questions? Oui, donc je réponds spécifiquement sur le travail au Royaume-Uni, sur la multidimensionnalité des indicateurs. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment qu'il va falloir incorporer plus les charges, non simplement les revenus, mais les charges qui font face aux familles, aux individus, notamment quand il y a un handicap dans le ménage, quelqu'un qui est handicapé, ou bien même les frais pour la scolarisation des enfants, surtout des enfants de bas âge. En ce qui concerne le non-recours, je dirais qu'il il faut prendre en compte la difficulté à accès à ces services qui sont maintenant dématérialisés, et que ça prend évidemment un grand problème pour ceux qui n'ont pas l'usage habituel de l'informatique. Et sur la question de mieux prévenir, comment on peut mettre des indicateurs pour mieux prévenir, c'est vrai que en quelque manière, les stats sont toujours un peu derrière ce qui se passe actuellement à l'heure actuelle. Donc on a vu les indicateurs maintenant datent 2019, 2020, on est en 2023, les choses changent très très vite. Donc moi je ne suis pas du tout statisticien, je ne sais pas comment on peut améliorer ça, mais c'est vrai qu'on devrait prêter attention à des indicateurs peut-être plus dynamiques, plus accessibles dans le temps et qui reflètent plus ce qui se passe actuellement. Thomas, peut-être sur l'invisibilité ou sur la réactivité des indicateurs, toujours en très peu de temps. Oui, alors donc sur l'invisibilité, qu'en effet, il y a pas mal de gens qu'on capte pas. En tout cas, j'en profite pour parler d'un projet d'enquête qu'on fait à l'INSEE sur les personnes sans domicile, où en fait, on essaye d'aller directement dans les lieux d'accueil, donc les lieux des associations, voire même on va se greffer à des maraudes, des dispositifs d'aller vers, pour aller enquêter les personnes qui n'ont pas forcément naturellement recours elles-mêmes au dispositif. Et donc c'est à travers ces enquêtes vraiment très très spécifiques et assez complexes d'ailleurs à mettre en œuvre au niveau quanti,
qu'on réussit à récupérer, en fait, à collecter des informations sur les conditions de vie et les parcours des personnes. Sur les outils pour prévenir, en effet, je pense que c'est un vrai sujet. De toute façon, je ne pense pas qu'il y aura un indicateur. Enfin voilà, les indicateurs, c'est pas l'alpha et l'oméga quand même de la politique publique. Je pense qu'il y a aussi les travaux de recherche à travers. Il y a énormément d'enquêtes où il y a beaucoup de questions. On essaye d'identifier dans le temps long des processus d'exclusion qui sont à l'œuvre, et c'est peut-être à travers aussi des travaux vraiment de recherche qu'on peut essayer de répondre à ces questions très très complexes. Parfait, c'est chouette, c'est le principe de cette fondation qui nous réunit. Hervé? Ben, c'est le combat de l'accompagnement, hein. En fait, concrètement, tout à l'heure, j'ai pu dire qu'il ne fallait pas travailler seul. Donc c'est le lien avec les travailleurs sociaux, c'est le lien avec les collectivités territoriales, c'est le lien avec d'autres associations. Et moi, je loue quand même la chance que l'on a de travailler en bonne intelligence dans des collectifs, quoi. C'est un combat permanent, très pragmatique. C'est la formation des bénévoles pour pouvoir répondre aux défis numériques. Ça paraît tout bête, mais c'est une réalité. Et puis, on a parlé des maraudes, hein, pour aller, excusez-moi, aller dénicher à droite ou à gauche des personnes qui ne se manifestent pas. C'est la bataille des droits fondamentaux, voilà. Et le non-recours, bien, il y a une expérimentation actuellement qui a été lancée. Le gouvernement est partie prenante. Il y a 39 sites qui existent. Rien que nous, le Secours catholique, on a des demandes pléthoriques là-dessus. Il faut y aller, il faut foncer. Il faut que les collectivités eh bien, soutiennent aussi les associations de bénévoles, soutiennent leurs fonctionnaires qui sont sur le terrain. Voilà, c'est un combat permanent, quoi. Voilà, moi je suis très pragmatique, mais il faut taper dedans, et puis il faut avancer, et puis il faut stimuler un peu parfois le gouvernement pour qu'on n'oublie pas la perspective 2030, quoi. Voilà. Pierre? Juste pour conclure, peut-être, je pense que vous avez eu... les différentes approches, je pense, sont très complémentaires. Et je pense que la façon dont nous avons abordé le problème de la grande pauvreté montre bien la complexité qu'il faut prendre en compte, et surtout peut-être de faire parler, et surtout d'être au plus près de l'expérience vécue. C'est-à-dire on ne peut pas se substituer à l'expérience des pauvres. Je terminerai juste par une petite remarque. Je crois que c'est Étienne Klein, qui est un philosophe et un universitaire et un scientifique, qui dit, quand on parle de multidimensionnalité, c'est souvent pour dire que c'est trop complexe, et en fait on ne sait pas parler des choses. Moi je pense qu'au contraire, on est vraiment dans le problème de la pauvreté, ou disons de la précarité, sur des phénomènes multidimensionnels, et sur lesquels effectivement il faut d'abord donner la parole et bien comprendre ce qui est en cause au niveau des personnes et de la société. Et là, effectivement, j'espère qu'on a contribué un peu à vous faire partager cette approche, donc, des indicateurs. Parfait, applaudissements généreux. Et puis, comme tout le monde, ils n'ont eu que 10 minutes pour s'exprimer, donc il n'y a que 10 minutes de pause. Voilà, même punition.